Dans cette vidéo, nous allons classer les actifs les plus courants dans lesquels les gens investissent, du pire au meilleur, classés par niveau de 1 à 6. Je vais analyser les données, les rendements et les risques, puis tout mettre dans une seule liste classée par leur capacité à enrichir. Pour rendre ça clair, nous allons voir ce qui se passerait statistiquement si tu mettais 100 000 € dans chaque catégorie de placement. Certains vont fondre, d'autres avancer lentement et quelques-uns vont construire une richesse qui peuvent changer une vie. Mais avant de commencer, n'oublie pas de faire un like, partager et surtout t'abonner à la chaîne. J'y parle de placement comme ici, mais aussi de patrimoine, d'investissement et d'immobilier. Tu connais la musique, ce contenu n'est pas sponsorisé, alors si tu l'apprécies, ta seule façon de le soutenir, c'est de t'abonner. Merci à toi. Commençons par les actifs niveau 1, les pires bâtisseurs de richesse. En fait, ce sont des pièges financiers. D'accord, ce ne sont pas vraiment des investissements. Ce sont plutôt des hobbies, des symboles de statut ou carrément des paris déguisés en stratégie de richesse. Ils paraissent excitants à première vue, mais détruisent la richesse au fil du temps. Les coupables les plus évidents sont les loteries et les jeux de hasard. Les Français dépensent plus de 14 milliards d'euros par an en tickets de jeu selon l'autorité nationale des jeux. En moyenne, un adulte gaspille plus de 250 € par an à courir après ses jackpots. Les chances de gagner sont d'environ de 1 sur 139 millions pour l'euro-million par exemple. Statistiquement, tu as plus de chances d'être frappé par la foudre que de bâtir une fortune de cette façon-là. J'ai vérifié, en France, on a 1 à 2 chances sur 1 million d'être frappé par la foudre. Les biens de consommation de luxe, voitures, montres, bijoux, mode de créateur ou même le dernier smartphone acheté à crédit entrent aussi dans cette catégorie. Ce ne sont pas des actifs, ce sont plutôt des passifs. Une voiture de sport neuve peut perdre la moitié de sa valeur en seulement 5 ans. Warren Buffett a toujours prévenu que les voitures sont les pires investissements si tu raisonnes en termes de rendement. Même logique pour les biens de statut. Ils te font paraître riche tout en vidant silencieusement ton capital. Il y a aussi les objets de collection achetés sans expertise. Des cartes Pokémon dans les années 2000 aux NFT en 2021, les modes convainquent les débutants qu'ils ont trouvé un raccourci vers la fortune. Mais sans connaissance pointue et patience, la plupart finissent sans valeur. Même dans des catégories établies, comme l'art ou les voitures rares, la liquidité est un vrai problème. Tu peux posséder une pièce précieuse, mais si aucun acheteur ne se présente, ton argent reste bloqué. Enfin, tu peux aussi mettre dans cette catégorie l'argent qui dort sur les comptes courants bancaires. Cet argent sera inexorablement détruit et réduit à pas grand-chose, rien qu'à cause de l'inflation. Ce qui unit les actifs de cette catégorie, c'est la confusion entre consommation et investissement. Ce sont des achats émotionnels, pas financiers. De vrais actifs produisent un flux de trésorerie ou s'apprécient avec le temps. Ces actifs ne font ni l'un ni l'autre. Ils pompent ta richesse tout en te faisant croire que tu joues au jeu de l'argent. Mets 100 000 € ici, par exemple dans la loterie, et ça va disparaître. Dans le luxe, tu perds la moitié en quelques années, sauf dans de rares exceptions. Dans des collections spéculatives, il se peut que ça ne trouve jamais d'acheteur. Au lieu de s'accumuler vers la liberté financière, tes 100 000 € sont dévorés par la dépréciation, les mauvaises probabilités et les fausses promesses. Passons aux actifs niveau 2, faibles mais pas complètement désespérés. Ils sont un cran au-dessus des pièges financiers. Ils peuvent fonctionner, oui, mais les probabilités jouent contre toi. Trop volatile, trop illiquide ou trop dépendant de la chance pour bâtir une base solide. Certains y font des gains, mais la plupart finissent déçus. On retrouve ici aussi les livrets peu rémunérés, livret A, LDDS, etc. Ils rapportent rarement plus que l'inflation, ou alors sur une période très courte et pas sur la durée. En général, ces livrets sont surtout faits pour rassurer ceux qui ont peur des placements plutôt que pour rapporter de l'argent. Ils permettent d'avoir une enveloppe d'épargne différente du compte courant. Ils sont utiles pour se constituer un coussin de sécurité en cas de besoin, mais pas pour s'enrichir. Les matières premières comme l'or et l'argent se placent ici également. Elles sont souvent présentées comme des valeurs refuges, et c'est vrai, elles préservent la richesse depuis des siècles. En période de crise, comme en 2008, l'or a bondi de plus de 25% en un an. Mais sur le long terme, l'histoire est différente. Le rendement annualisé de l'or sur 50 ans est d'environ 2 à 3% si on prend en compte l'inflation, beaucoup moins que les actions. Les matières premières ne génèrent pas de flux de trésorerie. Elles pourraient être dans le niveau suivant, j'ai pas mal hésité, elles sont vraiment à la limite. On va dire que c'est une préservation plus dynamique que les comptes sur livret. Comme couverture, ça a du sens. Comme moteur de richesse, c'est décevant.
À ce niveau, ça va t'étonner, surtout venant de moi, mais un bien locatif isolé unique peut aussi se retrouver ici, surtout pour les petits propriétaires. Attends, ça ne veut pas dire que tout investissement immobilier sera dans ce niveau 2. On y reviendra par la suite. En réalité, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Risque de vacances, taxes et hausse de taxes, entretien, hausse des taux, souvent ça passe d'un cash flow positif à négatif. Les propriétaires qui n'ont qu'un seul bien sont ceux qui subissent le plus de défauts de paiement et de vacances locatives. C'est probablement dû au manque d'expérience, au fait d'avoir investi sans vraiment avoir creusé la question au préalable. De plus, sans effet d'échelle, l'immobilier locatif reste quand même un peu plus fragile. Bref, la fragilité, c'est ce qui définit cette catégorie de placement. Ces actifs peuvent marcher dans des conditions parfaites, mais ils manquent de durabilité. Ils dépendent de la chance, du bon timing ou d'éviter chaque erreur, ce qui est rare sauf lorsqu'on est un expert. Ici, tes 100 000 euros ne disparaissent pas d'un coup comme dans le niveau 1, mais stagnent ou s'érodent lentement. Et évidemment, ce n'est pas le but lorsque l'on cherche à faire croître sa richesse avec constance. Passons au niveau 3. Là, ça fonctionne, mais ça n'est pas vraiment excitant. Les actifs que je place au niveau 3 sont le juste milieu. Ce ne sont pas des arnaques, pas des pièges, mais ce ne sont pas non plus des moteurs de grande richesse. Ils suivent en général l'inflation, parfois offrent des rendements réguliers, mais ils ne mènent que rarement à l'indépendance financière à eux seuls. Les obligations en sont l'exemple le plus clair. Les obligations, souvent souscrites dans des fonds euros d'assurance vie en France, sont considérées comme l'un des actifs les plus sûrs de cette catégorie. Mais on peut aussi y mettre les obligations détenues en direct, qui sont plus rémunératrices, ou encore via un fonds. Les investisseurs les achètent pour la stabilité, mais pas pour la croissance. Et c'est ce qu'elles apportent. Sur 30 ans, les OAT françaises ont rapporté moins de 4% par an, contre plus de 10% pour le S&P 500 par exemple. Les obligations protègent la richesse, mais ne la multiplient pas. Si tu ne sais pas ce que sont les obligations, je t'ai fait une vidéo explicative assez simple, je te la mets ici si ça t'intéresse. Ensuite, on trouve les SCPI qui donnent accès au marché immobilier sans gérer de locataires ni acheter directement de biens. Leur rendement tourne autour des 4,5%, relativement stable d'année en année, mais sans perspective d'explosion. Elles sont très sensibles au taux d'intérêt, surtout dans un contexte de remontée des taux comme récemment. De nombreuses SCPI ont vu leur part être décotées. Leur atout, c'est la régularité et le ticket d'entrée faible. Leur faiblesse, c'est une fiscalité lourde, celle des revenus fonciers, et une liquidité plus limitée qu'une action en bourse. Sur le long terme, elles sous-performent largement les grands indices boursiers. Utile dans un portefeuille, mais pas dominant. Il y a aussi dans cette catégorie les collections avec expertise. Art, voitures de location, montres rares. Contrairement au mode spéculatif de placement noté niveau 1, ces marchés sont réels et certains collectionneurs avertis ont fait fortune. Le rapport Art et Finance de 2023 de Deloitte montre que les ultra-riches allouent environ 5% de leur portefeuille à l'art. Mais le problème reste la liquidité. Vendre un Picasso ou une Rolex au bon prix peut prendre des mois, voire des années. Sans réseau, ces investissements deviennent des symboles de statut, pas des actifs générant du cash. En résumé, ces actifs sont corrects, ils servent à préserver son patrimoine. Ils ne vont pas te ruiner, mais pas t'enrichir non plus. Ils servent surtout à diversifier et lisser les risques, pas à créer la richesse. Ensuite, on passe au niveau 4. Solides, mais pas les meilleurs. C'est ici que la construction de la richesse devient fiable. Ces actifs ne sont pas tape à l'œil, pas réservés aux initiés, et des millions de personnes les ont utilisés pour atteindre l'indépendance financière. Ils composent tranquillement, sont éprouvés et accessibles. La seule raison pour laquelle ils ne sont pas plus hauts, c'est que d'autres actifs font mieux sur plusieurs décennies ou offrent plus de leviers de croissance. Les fonds indiciels en sont la base. Un simple fonds sur l'indice S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines, a rapporté environ 10% par an depuis sa création. Pour illustrer, 10 000 euros investis en 1980 valent aujourd'hui plus de 900 000 euros sans rien faire quasiment. C'est bon marché, diversifié, liquide et ça ne demande aucune gestion. Aux États-Unis, Jack Bogle a bâti Vanguard sur le principe que la plupart devraient arrêter de choisir des actions et se contenter de suivre le marché. En France, c'est Amundi qui a popularisé cette approche avec ses gammes d'ETF accessibles à tous. Pour l'investisseur moyen français, c'est sans doute l'un des chemins les plus simples et les plus clairs vers la richesse à long terme. Investir régulièrement dans des fonds indiciels, diversifiés et peu coûteux en frais. Ensuite, les actions à dividendes. Aux États-Unis, l'indice des dividendes aristocrates, S&P 500, regroupe les sociétés qui augmentent leurs dividendes depuis 25 ans ou plus. En Europe, on retrouve un équivalent avec l'indice S&P Europe Dividende Aristocrate, qui sélectionne les sociétés ayant maintenu ou augmenté leurs dividendes au moins 10 années consécutives.
Des groupes français comme Air Liquide, L'Oréal ou Vinci font partie de ces champions du dividende. Investir en dividende attire car ça ressemble à du cash flow. Tu es payé simplement pour détenir. Le revers, moins de croissance. Ces sociétés croissent plus lentement que des géants qui réinvestissent massivement comme Amazon ou Google. Fiable, oui. Explosive, non. Enfin, on revient à l'immobilier. Les portefeuilles immobiliers avec plusieurs biens font partie de cette catégorie. Un seul bien est fragile, comme on a dit précédemment, sauf si tu es expert. Mais avec 5 ou 10 biens, le risque se répartit. Là, l'immobilier devient un système. Selon l'INSEE, près de 70% des biens locatifs appartiennent à des particuliers, mais seulement 3,5% ont 5 biens locatifs ou plus. Seuls ceux qui possèdent plusieurs biens atteignent une vraie stabilité dans l'immobilier. Bien géré, ça offre un flux constant et une appréciation à long terme. Le défi, c'est la gestion évidemment qui est plus lourde que des fonds indiciels. Ils ont également un gros avantage qui est de permettre d'investir avec peu grâce à l'effet de levier du crédit. Très peu de placements ont cet avantage. Le fil conducteur de cette catégorie, c'est la répétabilité. Ces actifs ne dépendent pas de la chance ou du timing parfait. Ils fonctionnent pour tous ceux qui persévèrent. Mais ils n'ont pas le potentiel explosif des niveaux supérieurs, on va le voir. Passons aux actifs de niveau 5, puissants mais exigeants. Ici, le jeu change. Ils peuvent générer une grande richesse, mais ils ne sont pas faits pour les débutants. Ils demandent beaucoup de capital, beaucoup de compétences ou beaucoup de patience. Mais si tu franchis ces obstacles, les récompenses sont bien supérieures à celles du milieu du classement. Le private equity et le capital risque dominent ici. Historiquement, ces fonds ont rapporté 12 à 15% par an, battant régulièrement les marchés publics. Les meilleurs fonds de private equity surperforment toujours même après frais. Mais le problème, c'est l'accessibilité. L'entrée exige souvent des tickets de plusieurs centaines et même plutôt de millions d'euros bloqués pendant 7 à 10 ans et il faut vraiment le réseau pour y accéder. C'est souvent réservé aux institutionnels ou les personnes très fortunées. Les grandes entreprises en franchise qui ont fait leurs preuves appartiennent aussi à cette catégorie. Le modèle est solide. Tu achètes une marque éprouvée avec son marketing et sa clientèle déjà établie. Cela ne fonctionne par contre qu'avec les meilleurs. On parle ici de franchises comme McDonald's qui génèrent souvent 6 chiffres de bénéfices par site. Selon Franchise Business Review, le bénéfice moyen est de 80 à 100 000 euros par an. Mais la barrière à l'entrée est énorme. Ouvrir coûte de 500 000 à plus d'1 million d'euros et encore faut-il être accepté par le siège. Le problème n'est pas que ça ne marche pas, mais que peu peuvent y accéder. Enfin, il y a aussi l'immobilier d'entreprise. Là où un petit appartement locatif reste fragile, les immeubles de bureaux, de commerce ou de logistique offrent une échelle que les petits bailleurs individuels ne peuvent pas atteindre. En France, les rendements prime, c'est-à-dire pour les actifs de haute qualité situés dans les meilleures zones, oscillent généralement entre 4 et 6% selon la typologie. Bureaux, commerce, logistique, etc. Dans certains segments porteurs, comme la logistique, les performances ont parfois dépassé ce niveau sur les dernières décennies. Mais là aussi, l'entrée est élevée. Acquérir un immeuble de bureau exige plusieurs millions d'euros avec un apport conséquent. Ce marché est donc dominé par les institutionnels, les foncières cotées et les gros investisseurs. Pour un particulier, y accéder directement est presque impossible. Il faudra plutôt passer par des véhicules collectifs comme les SCPI ou les SIIC. En résumé, l'immobilier d'entreprise français peut offrir des rendements solides et réguliers, mais il reste un jeu d'échelle et de capital réservé à ceux qui disposent de moyens importants. Le niveau 5 regroupe donc de vraies machines à richesse, mais qui demandent un gros ticket d'entrée. Enfin, le niveau 6 qui peut réellement accélérer l'enrichissement. Ces actifs combinent croissance, levier et scalabilité à un niveau inégalé. Tout en haut, on retrouve le fait de posséder son propre business. Une majorité des millionnaires sont entrepreneurs ou ont hérité d'entrepreneurs. Une entreprise rentable te paie en réalité 2 fois. D'abord en cash flow, puis à la revente avec un multiple des bénéfices. Exemple, une petite société alimentaire gagnant 500 000 euros de bénéfices annuels peut se revendre entre 2 et 5 millions selon sa croissance. Ensuite, on retrouve la prise de capital dans des entreprises à forte croissance. Fondateurs, premiers employés ou business angels qui entrent tôt dans le prochain Tesla, Amazon ou Nvidia peuvent obtenir des retours qui changent une vie. 10 000 euros investis dans l'entrée en bourse d'Amazon en 1997 valent aujourd'hui plus de 1,6 million. 1 000 euros investis dans Nvidia en 2000 vaudraient aujourd'hui plus de 2 millions d'euros. Ces coups sont rares, mais lorsqu'ils réussissent, ils créent une richesse générationnelle. Évidemment, le risque est plus élevé. Le risque va de pair avec le rendement.
Le point commun de ces actifs, le multiplicateur de richesse. L'argent, la technologie ou les gens travaillent pour toi et pas l'inverse. Contrairement aux actifs inférieurs qui dépendent du temps ou du travail personnel, ces actifs se multiplient car ils se déploient à grande échelle. Pour la majorité, investir intelligemment revient à placer son argent dans des actifs fiables qui composent dans le temps. Oui, c'est vrai qu'il existe des stratégies complexes et avancées, mais tu n'en as pas forcément besoin pour bâtir ta richesse. Juste de la constance, de la patience et la discipline d'éviter les pièges du bas du classement. Je rappelle ici que je ne donne pas de conseils financiers personnalisés, je te donne uniquement des connaissances sur les placements afin que tu comprennes leur fonctionnement, les risques associés et que tu fasses tes propres choix avisés. Voilà, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.